Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, faut-il que notre démocratie aille mal pour se satisfaire d'un tel machin? Car le CPER, contrat de projet État-région, est bien un machin sur lequel nous allons vous donner notre opinion avant de traiter de l'absurdité de nouvelles moutures qui nous est annoncée. Car pour nous, la façon de construire des relations réellement partenariales entre la région et l'État, c'est dans la construction d'une véritable décentralisation. Que notre groupe soit critique sur le contrat qui s'achève, qui ne cesse de s'achever, car certains grands projets sont prolongés d'1 an, par exemple l'amélioration de la vie étudiante afin de permettre un moins mauvais bilan ou alors un meilleur bilan, enfin une meilleure consommation. Que notre groupe soit critique, donc, ne doit pas vous étonner. Le 2 mars 2007, Gérard Lerat, alors président du groupe écologiste de cette Assemblée, vous disait, entre autres, « Notre groupe votera un contrat de projet qui n'est pas bon. On nous le présente comme une grande victoire, ce n'est pas le cas. Un exemple, les investissements ferroviaires programmés, cités comme l'argument essentiel pour se féliciter, sont insuffisants. Le contrat n'est pas bon, mais un contrat est un contrat, et il est très difficile de ne pas prendre ce que l'État s'engage à mettre pour les infrastructures ferroviaires, pour les bâtiments universitaires. » À l'arrivée, qu'en est-il? Nous avons un inventaire conséquent d'une foultitude de dispositifs régionaux dont on ne sait plus s'ils sont nés de ce contrat, de cette contractualisation, ou s'ils ne sont là que pour mieux afficher le dynamisme de la région. Car oui, la région est dynamique. Nous avons surtout des présentations d'intentions auxquelles succèdent des taux d'engagement financier. Prenons l'exemple du grand projet 1 intitulé « Investir sur les axes ferroviaires majeurs ». Il y a les travaux correspondant au CEVA qui y sont expliqués, c'est vrai. Le CEVA, c'est cette connexion ferroviaire entre Annemasse et la gare principale de Genève. C'est une connexion indispensable et c'est donc une bonne nouvelle que le projet avance, même si la mise en service n'interviendra sûrement pas avant 2019, soit 6 ans après la fin de ce CPER. Mais dans ce même chapitre, au point 4, il y a l'appréciation sur le déroulement et l'état d'avancement. Et ce point 4 dit de façon laconique: pour l'État, à la fin 2013, le taux d'avancement du GP1 est de 98%, soit 211 millions d'euros d'engagement sur 215 millions d'euros. Pour la région, à la fin 2013, le taux d'avancement du GP1 est de 109%, soit 234 millions engagés sur 215 millions d'euros. Mais enfin, ces taux de consommation ne nous renseignent en rien sur l'efficacité globale de notre action commune avec l'État. La seule question qui vaille est, à la sortie de ce contrat, peut-on se satisfaire de l'infrastructure ferroviaire de notre région? Les progrès sont-ils visibles? Sont-ils perceptibles? Sont-ils là? Non, bien sûr, car le dépassement de capacité entraîne de nombreux problèmes de circulation de nos TER. Par exemple sur les lignes de Grenoble, Chambéry et Annecy. Et en dehors d'études, finalement, que reste-t-il des projets que nous avions pu porter et que pour notre part nous continuons à porter, comme la réouverture de la rive droite du Rhône au trafic voyageurs, le Sâtonnais-Trévoux? Mais laissons là les transports. Sur le bilan d'ensemble, on peut aussi s'interroger sur les priorités prioritaires et regretter que l'amélioration de la vie étudiante, le grand projet 7, soit à la traîne, tout comme le développement des transports collectifs par l'intermodalité, grand projet 2, alors qu'en même temps, certains grands projets sont exécutés à 281% ou à 228%. Il ne s'agit donc pas d'un problème de contrainte financière. Tout de même, reconnaissons ensemble que globalement, la région est une bonne élève. Elle a tenu ses engagements financiers et, comme nous venons de le voir, parfois même a été largement au-delà. Mais pouvons-nous nous satisfaire de taux d'engagement financier pour mesurer l'efficacité des actions entreprises? Est-ce que les mesures prises permettent de remplir nos objectifs politiques? Ce qui manque, c'est une appréciation qualitative de l'action engagée. Ce qui nous manque, ce sont de vrais indicateurs de qualité des politiques publiques. À ce titre, la question de l'investissement pour l'avenir est fondamentale.
L'investissement n'est pas vertueux par nature. Nous vous l'avons maintes fois dit ici. Si nous investissons dans la recherche, par exemple, doit-on mettre sur le même plan la recherche contre le cancer et celle sur les nanotechnologies pour lesquelles le principe de précaution doit prévaloir? Et que dire des 2,5 millions d'études inscrites pour le grand projet Lyon-Turin, aussi coûteux qu'inutile, alors que nous ne sommes même pas en mesure d'assurer le fonctionnement correct de la ligne Lyon-Chambéry et qu'aucune mesure ne vient soutenir le passage des marchandises de la route vers le rail? Ce qui manque, ce sont des orientations claires qui serviraient de boussole à notre action et nous permettraient de venir rendre compte de notre efficacité aux habitants et aux élus de notre territoire. La complexité, la difficulté d'appréhension de ce document, son caractère technique, l'absence d'analyse qualitative et critique au regard des objectifs n'est pas une bonne nouvelle pour notre démocratie, car elle confisque le débat à ceux qui ne seraient pas dans un cercle d'initiés. Cela contribue à la dévitalisation du débat public et avec lui à la dévitalisation de notre espace démocratique. Pour finir, nous ne pouvons que nous élever contre la façon dont la nouvelle génération de contrats nous est présentée. Le Premier ministre a déjà annoncé les 5 axes qui devront les constituer. Mais peut-on réellement parler de contrat dans ces conditions? Comment les régions vont pouvoir poser un projet d'aménagement cohérent alors même que leurs contours ne sont pas encore définitivement adoptés, alors même que la discussion sur les compétences qui leur reviendront n'a pas commencé au sein de l'Assemblée nationale ni même au sein du Sénat? Tout cela est absurde. Décidément, ces contrats, qu'ils soient de projet ou de plan, ne sont pas à la hauteur des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et démocratiques, dont nous ne répéterons jamais assez l'urgence qui, hélas, se confirme chaque jour un peu plus. Car oui, la région doit porter une vision d'aménagement de son territoire qui donne lieu à un plan d'action ambitieux, et pour cela, l'État doit lui donner les moyens adéquats, c'est-à-dire une réelle autonomie fiscale. L'État doit enfin considérer les régions comme de réels partenaires et non comme des collectivités simples relais de ses propres choix. Alors, disons au gouvernement qu'il est possible d'agir dans le bon ordre, c'est-à-dire d'enfin construire un texte de décentralisation donnant aux régions pouvoir réglementaire, autonomie fiscale, clause de compétence générale, c'est-à-dire la capacité à se saisir des sujets qui lui semblent opportuns pour l'aménagement de son territoire. Et alors, enfin, un véritable dialogue pourra s'instaurer au bénéfice de notre territoire. Et puisque nous avons été interpellés sur le gouvernement qui joue le jeu, moi je voudrais juste demander, mais finalement, à quel jeu joue-t-il? Car les règles qu'il a lui-même posées sont celles du socialisme de l'offre, sont celles du libéralisme, et ce ne sont pas les règles que nous voulons voir guider l'action publique. Je vous remercie. Merci.